Is News Real Films vous offre les nouvelles les plus enrichissantes. En a-t-on fini avec le divorce? La science et l'esprit repasseront-ils devant l'autel? La science et l'Église parlent-ils le même langage? La recherche du divin et la recherche des connaissances sur l'univers sont sorties des mains brumeuses des temps de l'Antiquité. L'ancienne Suméria vénérait un dieu de l'astronomie, un dieu de l'horticulture, un dieu de l'irrigation. Et les prêtres des temples étaient à la fois scribes et chercheurs en quête de ces aires de connaissances. Dans la Grèce ancienne, les philosophes qui se posaient des questions sur l'existence de l'homme ont développé des théories sur l'atome, sur les mouvements du ciel et sur l'éthique humaine. En Europe, pendant le Moyen-Âge, l'Église occidentale accéda à une position de force suprême. Elle était influente, possédait des terres et croyait détenir la vérité. L'Église s'est cru le droit de faire croire qu'elle avait la suprématie des connaissances. Le dogme était la loi. Mais la science avait avancé et remettait en question l'affirmation que la Terre était au centre. Copernic, Bruno et Galilée ont souffert la main dure de l'Église. La tragédie. Comme l'Église ne pouvait pas continuer à réprimer la science, une barrière a été mise entre la connaissance et l'effort humain. Descartes inventa le dualisme. L'Église est restée du côté de ce qui ne se voit pas, la science du côté de ce qui se voit. Le matérialisme était né, une trêve précaire. Les scientifiques étaient enfin libres, et ils prirent leur revanche. Ce qui ne se voit pas est une pure fantaisie, un mensonge. Nous ne sommes que de petites machines dans un univers qui est un mécanisme prévisible et réglé par des lois absolues et immuables. L'Église contre-attaqua et condamna les scientifiques sans âme à l'enfer. Darwin répondit: « Il n'y a pas de créateur, nulle part. Nous sommes des mutations aléatoires, des simples porteurs de l'incessante recherche de l'ADN dans un univers qui n'a pas de sens. » Et cependant, la science et la religion se trouvaient dans une impasse, et elles n'avançaient plus. Si tout était mécanique, et Dieu était le saint créateur, quel était le rôle des humains? La science continua à rechercher dans un univers mort et trouva un mystère. Dans un endroit réduit de l'espace et du temps, les scientifiques trouvèrent une énergie démesurée et des mystères qui cachaient la compréhension. Des mystères qui suggèrent que nous sommes tous connectés, que l'univers physique est, en essence, non physique, et que le temps et l'espace ne sont rien d'autre que la construction de cette immatérialité. À présent, des scientifiques dévoués se réunissent avec des leaders religieux, et des congrès sont organisés pour mettre en place une entente entre la science et l'esprit. Comme cela ouvra en grand les portes d'une vision mécanique au XXe siècle, peut-être au XXIe siècle, le mur qui existe entre l'église et le laboratoire tombera-t-il. C'est sur ces mots que votre reporter de Is News Real vous quitte. Le terrier est, en réalité, pour ceux qui veulent le trouver, la mesure dans laquelle une personne veut se découvrir soi-même. Alice rentra dans le terrier et trouva le fabricant de chapeaux. Le fabricant de chapeaux était fou. L'idée, c'est qu'il y a un besoin de sortir du terrier dès qu'on y entre. Dans la science, il y a deux phases. Il y a la partie de folie, quand tu entres dans le terrier, et il y a la partie qui te fait mesurer la folie de tes idées au travers d'un processus rigoureux, strict et délimité. Je crois que ce qu'il y a d'intéressant dans la science et dans la physique, c'est qu'il s'agit d'une nouvelle façon originale d'essayer de comprendre le monde. Je crois que la méthode expérimentale, qui est importante en physique, est quelque chose de différent à la révélation ou à la méthode de la méditation, et des méthodes semblables. Par exemple, je ne crois pas que les bouddhistes puissent imaginer changer leurs croyances à partir d'expériences faites avec des électrons. Nous pourrions nous demander pourquoi cette apparente rupture s'est produite entre l'Église et la science, la religion et la science. Je crois que les raisons sont très profondes, parce qu'elles ont certainement une relation avec la conviction que certains livres des Écritures, comme la Genèse, qui expliquent les débuts, nous expliquent réellement les origines du monde. Mais en réalité, tous les connaisseurs de la Bible diraient, et ce n'est en aucun cas une nouveauté,
que la Genèse ne parle pas et n'a jamais prétendu le faire des origines du monde. Mais même ainsi, beaucoup de croyants pensent que dans la Genèse, nous pouvons obtenir une sorte d'information en direct, comme à la télévision, sur le début de la création. À toutes les époques, il y a eu des gens comme le célèbre prêtre irlandais James Ussher en 1650 qui remonta dans le temps en se basant sur les patriarches et calcula avec grande satisfaction que la création du monde eut lieu en l'an 4004 avant Jésus-Christ, le 17 septembre à 9h du matin. Je crois que la spiritualité devrait avoir une explication scientifique et que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il n'y en avait aucune satisfaisante. D'après moi, la seule explication valable, c'est que les valeurs platoniques de la protoconscience, la bonté, la vérité, existent à un niveau fondamental de la géométrie espace-temps qui peut influencer dans nos actions si nous sommes ouverts à ce processus. Il nous connecte de façon exhaustive avec le reste des êtres de l'univers. Que sait-on vraiment de la réalité ? Que sait-on vraiment de la réalité dans le terrier du lapin ? La science crée les histoires qui dirigent nos vies. Et la science nous a appris un concept très difficile à entendre. Elle dit que nous sommes une sorte d'erreur génétique et que nous avons des gènes qui nous utilisent simplement pour avancer jusqu'à la génération suivante et que nous mutons au hasard. Elle nous a dit que nous étions en dehors de notre univers, que nous sommes seuls et désunis. Et que nous sommes une espèce d'erreur solitaire dans une planète solitaire, dans un univers solitaire. Et cela façonne notre vision du monde, façonne notre vision de nous-mêmes. Et maintenant, nous nous rendons compte que cette vision de la séparation est des plus destructives. C'est la cause de tous les problèmes du monde. Maintenant, nous nous rendons compte que ce paradigme est incorrect, que nous ne sommes pas séparés, que nous sommes tous unis, que nous sommes connectés jusqu'à l'élément le plus profond de notre être. Ainsi, nous essayons de comprendre et d'assimiler quelles sont les conséquences de tout cela. Quelles en seront les conséquences pour moi et dans ma vie? Nous avons besoin d'un nouvel entourage spirituel. Nous avons besoin d'une nouvelle façon spirituelle de comprendre la nature et la nature humaine. Parce que les anciennes explications, les vieilles mythologies, le roi Dieu affronté aux scientifiques qui croient en des lois qui dirigent tout n'ont plus de valeur. Il faut enterrer tout cela. Nous avons besoin d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle vision. Et je crois que la physique quantique, surtout, pourrait nous aider à nous rapprocher un peu plus de la bonne direction. Je crois que l'aspect déterminant de notre nouveau paradigme, du moins en médecine, la matière qui nous concerne, c'est que la conscience est réelle et laisse des marques. Pour créer un nouveau paradigme, nous devons mettre à part nos sentiments. Il est parfaitement possible d'imaginer que ce qui se passe à l'intérieur d'un être, dans son cerveau, dans son système nerveux, dans sa façon d'observer, sa façon de faire travailler sa mémoire, son esprit, soit une sorte d'interrelation observateur-matière, qui ne fait rien d'autre que de transformer les choses en réalité, en affectant ainsi sa façon de percevoir la réalité. Il ne s'agit pas de changer la réalité de l'entourage. Nous ne parlons pas de transformer des canapés, des camions ou des bulldozers et des fusées spatiales qui décollent. On ne peut pas changer ces choses-là. Non. Mais par contre, nous changeons la façon de percevoir les choses et peut-être notre avis sur elles, la façon dont nous les ressentons et comment nous percevons le monde. L'information infinie que le cerveau peut traiter chaque seconde nous dit que dans le monde, il y a plus de choses que celles que l'on perçoit. Nous sommes chaque fois plus noyés dans une expérience avec les sens à tous les sujets. Nous voyons, nous sentons, nous goûtons, nous touchons, parce que nous sommes noyés dans notre réalité d'une façon sensorielle. Nous ne savons rien de la réalité. Toutes nos sensations sur ce que nous appelons réalité de l'entourage sont filtrées par les sens. Le cerveau traite 400 000 millions de bits d'informations par seconde. Mais nous ne sommes conscients que de 2000. Cela veut dire que la réalité se crée dans le cerveau sans arrêt. Tu devrais tester. Comment je sais que je le fais? Le pot que tu vois et moi, nous sommes unis. Et à toi aussi, ça peut te servir.
dans la réalité. Pas un monde hyper sensible, inexistant, imprécis, mutant ou quoi que ce soit? Si c'est réel, je veux le voir. Les yeux sont, en quelque sorte, une caméra parce qu'ils attrapent l'information et l'emmagasinent, mais tu ne peux pas leur donner un sens jusqu'à ce que tout ne soit pas uni. Il nous faut donc, pour ainsi dire, la table du monteur pour apporter une certaine cohérence et pour donner un sens au film qui traite de la réalité de notre vie et de notre monde. Si un matin je me réveille et d'un coup je décide de prendre tout à fait au sérieux l'affirmation, évidemment juste, que je ne suis pas sûr que les yeux me fonctionnent correctement. Même si à côté du lit, on dirait qu'il y a un sol stable. Il pourrait y avoir un précipice ou quelque chose du genre. Vous comprenez? Si je suis incapable d'ordonner ces possibilités dans des termes de probabilité que j'assemble, je ne me lèverai jamais. J'ai l'impression d'être paralysé, dans le sens le plus littéral du terme. Non, je n'aurai aucune idée de comment faire le pas suivant, effectivement. Il n'y a aucun doute que les yeux, en principe, peuvent nous tromper n'importe quand. Il y a des cas où des gens ont souffert d'hallucinations. Même si ce n'était pas le cas, nous ne saurions pas démontrer, comme question fondamentale, que les yeux ne nous trompent jamais. Et cela est strictement vrai. Mais le matin, quand nous décidons de nous lever du lit, nous associons des probabilités aux différentes hypothèses compatibles avec le fait que le sol est posé à côté du lit. Une hypothèse, c'est qu'en réalité, il y a le sol. Et c'est pour cela que je le vois. Une autre, c'est que le sol que je vois est une hallucination et qu'il s'agit d'un précipice. En me levant du lit, je considère une des deux hypothèses plus probable que l'autre. La réalité ultime, d'après moi, dépend très souvent de la manière dont on l'aperçoit et de ce que l'on pense de la réalité réelle de notre monde. Si le cerveau traite 400 000 millions de bits d'informations et nous avons conscience que de 2000, cela veut dire que la réalité se crée dans le cerveau en permanence. Il reçoit cette information et cependant nous ne l'avons pas intégrée. Mais lorsque nous recevons de la connaissance, et non pas de l'information non conventionnelle, d'une sphère à part de la convention dans laquelle nous mélangeons la physique quantique et la neuropsychologie, et qu'après, nous demandons au cerveau qu'il considère ces informations et qu'il examine les possibilités et les probabilités et qu'il mette en relation nos connaissances avec l'expérience de ce que l'on sait, et nous lui demandons aussi qu'il le répète une fois et une autre, le cerveau commencera à intégrer deux réseaux neuronaux indépendants. Il créera une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision sera comme prendre une torche allumée. Et en partant de ces 2000 bits d'informations, en relation avec notre corps, notre entourage et le temps, la faire bouger dans l'obscurité et contempler quelque chose de nouveau. Cela s'appelle compréhension. Tu vas bien? Avant, je t'ai entendu crier. Tu as encore rêvé? Tu étais une indienne et tu voyais comment les bateaux de colons apparaissaient du néant. Waouh! Et un ensorceleur te tapait. Cool. Et peut-être était-ce une vie passée, ou une réalité parallèle, ou une vie future. Sois réaliste. Ou peut-être que le rêve essayait de te dire la vérité. Tout dépend de ce que chacun considère réel. Essaye d'autres pastilles pour l'anxiété. Mes pastilles me font du bien, merci. Bon. Il faut que j'aille m'habiller. J'espère que tu vas mieux, Amanda. Oh, Amanda, quelle idiote tu sais.
Les gens me demandent pourquoi la mécanique quantique est importante. Quelque chose de si minuscule, qu'est-ce que ça peut faire? Il y a 3 réponses possibles. D'un point de vue pratique, cela n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'il faut continuer d'aller travailler et de conduire par exemple. Mais d'un autre point de vue, la mécanique quantique s'infiltre dans toutes les choses du monde, surtout dans le monde de l'électronique. Quand tu vas au supermarché et que les produits passent par le lecteur de code-barre, tu es face à un effet de la mécanique quantique. Mais moi je crois que le point de vue le plus important est le 3e, et qui est simplement une question philosophique. Pourquoi les philosophes s'intéressent-ils autant à la déconstruction des affirmations sur le monde? Finalement, j'ai compris. J'ai compris que c'était le résultat de l'étude de la mécanique quantique et de la comparaison avec la mécanique classique. Les deux nous offrent des façons très différentes de voir le fonctionnement du monde et ce que nous sommes. Ainsi, depuis une perspective classique, nous sommes des machines. Et dans une machine, il n'y a pas de place pour l'expérience consciente. On s'en fiche qu'une machine meure. Tu peux la tuer, tu peux la jeter à la poubelle, ce n'est pas grave. Si le monde est comme ça, les gens se comporteront de cette façon. Mais il y a des indices comme quoi il y a une autre façon de voir le monde. Et c'est la mécanique quantique qui nous l'offre. Ces indices montrent que le monde n'est pas un mécanisme d'horlogerie, mais plutôt un organisme. C'est quelque chose d'organique, extrêmement interconnecté, qui s'étend dans l'espace et le temps. Dans cette sorte d'entourage, ce que je crois et la façon dont je me comporte a beaucoup plus de transcendance. Et pas seulement sur moi, mais aussi sur le reste du monde, que celle que j'aurais dans un monde classique. Ainsi, depuis un point de vue très basique en relation avec la morale et l'éthique, ce que je pense affecte le monde. Dans un sens, c'est la clé du pourquoi il est important de changer la vision du monde. Tout d'abord, parlons du monde subatomique. Et après, nous parlerons de ce qu'il nous dit sur la réalité. Ce que je veux vous expliquer d'abord du monde subatomique, c'est que ce n'est qu'une fantaisie inventée par des physiciens fous qui essayent de découvrir ce qu'il se passe quand ils font leurs petites expériences. Par petites expériences, je comprends beaucoup d'énergie dans des espaces réduits et en peu de temps. Avec ces dimensions, elles se convertissent en une folie. La physique subatomique a été inventée pour essayer de découvrir tout cela. Pour cela, nous avons besoin d'une nouvelle science qui s'appelle physique quantique et qui est accrochée à toute une gamme d'hypothèses, idées, opinions et intuitions contestables sur ce qui se passe en réalité. D'un côté, nous avions une théorie qui, d'un point de vue conceptuel, était des plus déconcertantes. D'un autre côté, d'un point de vue pratique, elle était beaucoup plus satisfaisante que tout ce que nous avions eu jusqu'à présent. Nous sommes devant le genre de situation qui produit des tensions à partir desquelles toutes les recherches sur les fondements de la mécanique quantique s'alimentent depuis lors. Parce que, dans un sens, il s'agit d'une théorie très paradoxale, déconcertante à l'extrême et confuse dans le concept. Dans un autre sens, nous n'avons pas l'opportunité de la renier ou de la laisser de côté, parce que c'est le meilleur instrument que nous ayons jamais eu pour prévoir les comportements de systèmes physiques. L'univers est très étrange. On dirait qu'il y a 2 ensembles de lois qui le gouvernent. Dans notre monde classique, quotidien, sur les grandes lignes, je parle de notre échelle de temps et de taille, les choses sont décrites au travers des lois du mouvement de Newton, établies il y a des centaines et des centaines d'années. Et elles fonctionnent à la perfection avec les boules de billard, les boules de canon et la gravité. Mais quand on descend à une échelle inférieure, quand on descend par exemple au niveau de l'atome, c'est un autre ensemble de lois qui dirige, les lois quantiques, la théorie quantique. La mécanique quantique. À ce niveau, les particules peuvent être dans beaucoup d'endroits en même temps. Elles peuvent se comporter comme des ondes étendues dans l'espace et le temps. Elles peuvent être connectées, même si elles sont loin l'une de l'autre. Elles peuvent être unies dans un état quantique, dans un état réglé par une fonction d'onde. La frontière, le pas de la porte, le rideau qui sépare le monde quantique du monde classique est très mystérieuse. Parfois, elle reçoit le nom de collapse de la fonction d'onde, parce que dans le monde quantique, tout est superposé. Il y a différentes possibilités et dans le monde classique, ces différentes possibilités se convertissent en une seule concrète et définie. Tout se trouve dans un endroit précis. En réalité, la mécanique quantique est la reproduction et la démonstration d'informations. La reproduction et l'exploitation de possibilités. Des ondes d'information, des ondes d'électropotentiel. Et le mot potentiel est important. Nous ne parlons pas d'électrons. Nous parlons de potentiel électron. Et après, il faut se poser la question suivante. Des ondes de quoi en réalité? Qu'est-ce que ce terrain? Pourquoi a-t-il des ondes?
Est-ce la mer? Non. C'est une mer universelle. Une mer de pure potentialité. Une mer d'existence potentielle et abstraite. Que nous appelons le champ unifié. Ou le champ de la supercorde. Et nous sommes faits de ça. La connectivité de toutes les choses est un composant basique de la structure de la réalité. Il est très difficile de comprendre cela, mais Erwin Schrödinger, un des pionniers de la physique quantique, dit que l'entrelacement de l'idée de la connectivité n'est pas seulement une propriété de la mécanique quantique, sinon sa grande propriété. C'est la propriété de la mécanique quantique qui l'a convertie en quelque chose de si étrange. Et on pourrait penser qu'on ne peut pas l'emboîter dans notre monde quotidien, dans notre expérience ordinaire, mais en réalité, elle s'emboîte. Vous voulez bien me lancer le ballon? Ne vous mettez pas dans cet état. Nous allons jouer. Regardez, vous lui plaisez. On joue 1 contre 1. Ça fait longtemps que vous ne jouez pas. Allons, vous avez le ballon, vous pouvez lancer. Non, non, madame. Depuis là-bas, non. Vous êtes dehors. Vous devez être sur le terrain pour pouvoir jouer. Bienvenue au territoire du duc d'Original, des possibilités sans fin. En plus, si vous ne marquez pas, vous ne partez pas. Ça fait mal. Ça ne vous a pas touché? Non. Et il n'est pas solide. Ce ballon est presque vide. À l'école, on nous apprend que le monde est fait de choses, de matière, de masse, d'atomes. Les atomes forment des molécules. Les molécules forment des matériaux. Et tout est fait de cela. Mais en réalité, les atomes sont presque vides. Par exemple, si ce ballon était le noyau d'un atome, un proton dans un atome d'hydrogène, l'électron qui ferait des tours autour de lui et qui décrirait les limites externes de l'atome se trouverait dans cette montagne là-bas, à environ 30 km. Et ce qu'il y aurait entre ici et là-bas, ce serait le vide. D'ailleurs, l'univers est presque vide. Mais quand on descend l'échelle, vers le vide, à la fin, on arrive à un niveau, au niveau fondamental de la géométrie espace-temps, le dernier et délicat niveau de l'univers, où il y a de l'information et où il y a des états. Il reçoit le nom de l'échelle de Planck, et c'est la structure de l'univers. Et à ce niveau, il y a de l'information qui est présente depuis le Big Bang. Ainsi, presque tout l'univers et presque toute la matière sont en réalité vides. Presque tout le monde pense que dans le vide, il n'y a rien. Mais d'après l'autoconsistance interne, la consistance de la mécanique quantique et la théorie de la relativité, il doit y avoir un équivalent de 10 puissance 94 grammes d'énergie-masse en considérant chaque gramme de l'énergie identique à la masse par la vitesse de la lumière au carré. Et cela représente beaucoup. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Que si l'on pouvait supposer que l'univers est plat, chaque fois on découvre plus de chiffres astronomiques qui démontrent qu'il est plutôt plat. Si l'on pouvait supposer cela, nous prendrions ensuite du volume où nous pourrions prendre le vide d'un seul atome d'hydrogène qui mesure environ 10 puissance moins 23 cm3. Si l'on prenait cette quantité de vide et que l'on extrayait l'énergie latente, on verrait qu'elle a 3 billions de plus d'énergie que toute la matière de toutes les étoiles et de toutes les planètes dans un rayon de 20 millions d'années-lumière. C'est beaucoup, énormément. Et si la conscience te permet de contrôler, même s'il ne s'agit que d'une infime fraction, il est alors facile de provoquer un Big Bang.
Les organisations comme la NASA ou la British Aerospace essaient de profiter de cette incroyable mer d'énergie, tellement grande qu'elle est impossible à imaginer. Et ils pensent que si on peut l'exploiter, nous serons capables de voyager dans d'autres galaxies. Ils comprennent que dans l'espace vide, il y a une énergie incroyable. L'idée de base la plus importante apportée par la physique quantique, celle qui nous fait comprendre tout cela et penser au nouveau paradigme, le plus important, c'est qu'il y a une souche souterraine. Il doit y avoir un territoire de l'existence qui ne peut ni se voir ni se toucher, qui émerge à l'existence et donne lieu à notre façon de comprendre le monde. Les physiciens les plus rigoureux ont essayé de s'accrocher à la réalité physique pour comprendre de quoi elle est faite et voir les éléments impassibles de construction de la vie. Sur cette base, la vie, l'univers, nous échappent des mains et ils s'accrochent à une idée qui devient chaque fois plus abstraite, jusqu'à ce que tu entres dans le terrain de l'abstrait pur, qui est défini comme le champ unifié. C'est une pure possibilité abstraite, un être abstrait pur. Pure conscience abstraite de soi-même, qui émerge en forme d'ondes de vibration pour donner lieu aux particules, aux personnes, à tout ce que l'on voit dans cet univers énorme. Ce qui forme les choses ne sont pas des choses, mais ce qui forme les choses sont les idées, les concepts, l'information. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de contact. Un autre fait étrange est que les choses n'arrivent jamais à se toucher. Quand je tape dans ce ballon, ces atomes et ceux du sol n'entrent pas en contact. Alors personne ne touche rien. Allons, laissez vos affaires par terre. On vous les prendra pas. Je vous l'ai dit, c'est mon territoire, il n'y a pas de problème. Longtemps sans jouer? Je suis en retard. En physique, le premier sentiment que le temps n'était pas comme il en avait l'air est apparu lors de la découverte de la relativité. Ce fut le premier. On a eu l'intuition que le temps n'était pas absolu, qu'il n'était pas l'ultime souverain de l'univers. Que Dieu Tout-Puissant n'avait pas dit une seconde, une seconde, une seconde, une seconde, un mètre, un mètre, un mètre. Nous sommes tous dans un champ de gravité. En réalité, nos têtes bougent un tout petit peu plus vite que nos pieds. La deuxième loi de la thermodynamique affirme que les choses se déroulent et avancent. Et cela donne une erreur de temps. Mais dans le monde quantique, dans le micro-monde, on dirait que la deuxième loi de la thermodynamique n'a aucune validité. Et les choses peuvent revenir en arrière et être éternelles. Les équations fondamentales de la physique ont une propriété à laquelle nous faisons référence en utilisant le terme d'inversion temporaire. Et la symétrie d'inversion temporaire signifie qu'un ensemble de lois reste symétrique si l'on change le signe du temps. Ce sont des lois qui ont les caractéristiques suivantes. N'importe quel processus qui se dresse selon ces lois, si elles sont inversées dans le temps, sera toujours régi par ces mêmes lois. Très bien. Cela devrait dire que le lait sort du café autant qu'il se dissout dedans, que les gens rajeunissent autant qu'ils vieillissent, que nous avons le même genre d'accès à la connaissance du futur que du passé, que si l'on agit maintenant, on peut avoir une influence sur le passé autant que sur le futur. Eh bien, ce n'est pas le cas. Tout cela entre en conflit direct avec la façon de comment, psychologiquement, nous expérimentons le monde. Une des idées les plus difficiles à accepter encore, même si la physique quantique est dans ces mondes depuis déjà quelque temps, c'est la possibilité ou la notion que le futur peut avoir un effet de cause dans le présent. Nous croyons que le passé peut avoir un effet de cause dans le présent. Je tiens un ballon, je le lâche, il tombe. Cause, effet, quand il touche le sol. Mais le sol peut-il être la cause du fait que j'ai lâché la balle ? Seule l'expérience consciente nous donne l'impression d'avancer dans le temps. Dans la théorie quantique, nous pouvons revenir en arrière. Et il y a des indices comme quoi les processus du cerveau en relation avec la conscience se projettent à l'envers dans le temps. Vers la fin des années 70, un neurophysiologue de l'Université de Californie à San Francisco, appelé Ben Libet, a fait des expériences très connues.
Libet a examiné des patients qui se soumettaient à une neurochirurgie cérébrale avec le cerveau exposé et conscient en même temps. Il leur a fait une anesthésie locale dans le but d'endormir la zone du crâne et du cuir chevelu et pouvoir avoir accès au cerveau pendant qu'ils étaient conscients. De ce fait, ils pouvaient converser. Il fit deux choses. Dans un sens, il leur stimulait le petit doigt, regardait la partie de la croûte sensorielle du côté opposé qui était en relation avec celui-ci. Il enregistrait électriquement l'activité et demandait aux patients quand ils se rendaient compte de la stimulation du petit doigt. D'un autre côté, il stimulait aussi cette zone de la croûte. Ce qui est normal, c'est de penser que si tu stimules le petit doigt, tu as besoin d'une période concrète de temps pour arriver de l'autre côté de la croûte, de telle façon que le patient remarque le stimulus une fraction de seconde après qu'il se soit réalisé. Et si tu stimules le cerveau directement, tu penses que le patient réagit à l'instant. Eh bien, il prouva que c'était le contraire. Quand il stimulait le petit doigt, le patient le remarquait au moment même. Et quand il stimulait directement la croûte, il y avait un intervalle. Après avoir vérifié tous les chiffres et refait l'expérience plusieurs fois, Libet arriva à la conclusion que le cerveau projetait de l'information en arrière dans le temps. Effectivement, on avait besoin d'un temps concret pour arriver à la croûte sensorielle, mais le cerveau projetait l'information en arrière, de telle façon que la perception consciente était que le stimulus se sentait au même moment où le pincement s'effectuait. On a réalisé certaines études qui ont démontré que quand les gens commencent à bouger une main ou à dire quelque chose, il y a une activité dans le cerveau. Dans certaines cellules nerveuses du cerveau, même avant que les personnes ne soient conscientes de ce qu'elles veulent faire. Je crois que parfois je fais quelque chose et une fraction de seconde après, je décide quoi faire, mais je l'ai déjà fait. Je suis en retard. Revenez en arrière. Que se passe-t-il? Rappelez-vous, il est vide. Comment tu sais ces âneries? Je lis les BD du docteur Combien. Tout le monde pense que ce sont des trucs de gamins, mais ils sont réels. Alors, je fais de la magie sur le terrain. Ce que nous apprenons à l'école n'est pas exactement la vérité. Et en plus, les sens nous jouent des tours. On doit se demander, quelle est la réalité dans laquelle on se trouve? Les physiciens modernes disent que ce ne sont que des ondes d'information. Dois-je les croire? J'espère. Alors, je fais de la magie sur le terrain. Oui, moi je choisis toujours d'abord l'enfant prodigue. Le docteur Combien dit que tout le monde en a, que tout le monde les utilise, qu'on les utilise toujours, chaque fois que quelqu'un regarde. Et ici nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques, l'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence?
Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé... Peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les 2 rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les 2 rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des 2 rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les 2. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Billes ou vagues? Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. Nous sommes toujours l'observateur. Mais parfois, nous nous identifions autant avec les événements que nous perdons même l'aspect d'observateur. C'est pourquoi le matérialiste se perd et pense qu'on peut passer sans l'observateur. Les chiffres physiques nous démontrent qu'un objet est une simplification de ce que l'on appelle l'entourage. Quand nous observons les particules atomiques et subatomiques ou dans la matière atomique ou subatomique sous n'importe quelle forme, nous découvrons que notre manière d'observer et le choix de ce que l'on souhaite examiner changent les propriétés de ce que l'on voit dans ce que l'on appelle l'entourage. C'est cela l'observateur? Quelque chose de si compliqué pour la compréhension? Un monde insensé et étrange de particules quantiques et de leurs réactions? C'est cela donc l'observateur? Et même si nous ne pouvons pas obtenir une science quantique sans l'observation des scientifiques qui ont été jusque-là, qui l'ont découvert par couches, une après l'autre, tous deviennent observateurs. Aucun d'entre eux n'est d'accord de façon concluante avec toutes les théories de la science, parce que mathématiquement, ils la contemplent tous depuis des angles différents de la perception. Dans la mécanique quantique, nous ne savons pas nous situer dans le monde à nous-mêmes en tant qu'observateurs. Nous ne savons pas comment nous traiter à nous-mêmes comme observateurs, comme une partie en plus du système physique que nous décrivons. La seule façon que nous connaissons d'étudier la mécanique quantique, comme on l'entend traditionnellement, c'est en maintenant l'observateur en dehors du système qui est décrit. Quand on le met dedans, on se retrouve devant tout ce paradoxe. Et en mécanique quantique, nous nous voyons obligés de dire des choses comme « Regarde, le livre fait ce qu'il fait pour la mécanique quantique, et moi je le vois parce que je suis là et je le vois. Et c'est mieux que tu ne tentes pas d'analyser la deuxième partie de la phrase depuis un point de vue de la mécanique quantique, parce que cela ne marchera pas. C'est pour cela qu'il y a 2 lois de l'évolution des systèmes physiques. Une pour quand tu ne regardes pas, et une autre pour quand tu le fais. Mais c'est de la folie.
Il est impossible d'arriver à mathématiser ou que l'on applique une formule mathématique à l'acte même dans lequel un observateur conscient trouve la réponse. Les gens disent, mais s'il y a des dispositifs de médiation, l'appareil l'enregistre et il est là, dans une cassette enregistrée. Mais si j'oublie une partie de l'équation, quelqu'un doit regarder la cassette. Et jusqu'à ce que quelqu'un la regarde. Sur la cassette, il n'y a rien. Quand tu ne regardes pas, il y a des ondes de possibilités. Quand tu regardes, il y a des particules d'expérience. Une particule que nous imaginons comme quelque chose de solide, en réalité existe dans ce qui s'appelle une superposition, une onde dépliée de positions possibles. Elle s'y trouve dans tout en même temps, mais au moment où tu la regardes, elle se met dans une seule des positions possibles. Il est facile de créer des situations dans lesquelles les équations du mouvement prévoient que, par exemple, l'onde de fonction, le psi d'un ballon de basket, se distribue de façon uniforme sur tout le terrain. Nous n'avons aucune idée de l'aspect que pourrait prendre un tel état. Selon la loi de la mécanique quantique, en théorie, c'est un état dans lequel la question n'a même pas de sens d'être formulée. Où est le ballon? Cela correspond, selon la loi de la mécanique quantique, à demander où est un ballon de basket dans la psi est réparti de façon uniforme sur tout le terrain. C'est l'équivalent logique de demander, par exemple, l'état civil du numéro 5. Comprenez? Il ne s'agit pas du fait que tu ne connaisses pas la réponse. Il ne s'agit pas que tu saches si le numéro 5 est marié ou pas. Pour commencer, la réponse est totalement inappropriée. Le numéro 5 n'a pas d'état civil. Pas de sujet sur lesquels poser une question. Et de la même manière, une balle dont la fonction d'onde est distribuée de façon uniforme sur tout le terrain, par cohérence, n'a pas de position que l'on puisse définir. Le fond du problème du mesurage est autre. Même si l'équation de Schrödinger prévoit, dans certains cas, les circonstances que nous savons reproduire dans un laboratoire, les ballons devraient se présenter dans des états pour lesquels il n'y a pas de phénomène compréhensible, des états dans lesquels on ne peut pas formuler une question raisonnable sur leur emplacement. Et même ainsi, lorsqu'on regarde le terrain dans ces situations, nous voyons toujours un ballon ici, un ballon là-bas, et un autre encore plus loin. Le fait de voir le ballon dans un endroit précis, au lieu de le voir comme s'il s'agissait de science-fiction, impossible à imaginer puisque nous ne pourrions pas demander sa position, et également le fait de toujours le voir dans un endroit concret, est un non-accomplissement explicite des équations du mouvement. Et c'est exactement à ce point que le problème du mesurage surgit. Si nous regardons, des choses se passent, sinon, rien. Les surhommes utilisent la superposition dans un monde avec des espaces de possibles réalités, jusqu'à ce qu'on choisisse. Les héros choisissent ce qu'ils veulent. Être dans plein d'endroits en même temps, expérimenter plusieurs possibilités à la fois, et après tomber au même endroit. La question est, jusqu'où vous voulez aller dans le fond du terrier ? L'esprit crée des possibilités multiples dans le subconscient. Les superpositions de possibilités sont dans le subconscient et chacun peut en avoir pleine conscience. Mais il existe, de mon point de vue, une superposition de plusieurs possibilités qui, après un certain temps, est tombée dans l'une ou l'autre. Le projet lance vers le futur ou jette une pensée en avance sur la pensée même. Joli coup. Mais le père véritable de l'étrange dans l'extravagant monde de la physique quantique est l'entrelacement. Si la symétrie d'inversion temporelle termine la notion du temps, l'entrelacement détruit notre expérience de l'espace. Deux objets, deux électrons créés en même temps, sont entrelacés. Envoie-en un à l'autre bout de l'univers. Et maintenant, fais quelque chose à l'un des deux. L'autre réagira à l'instant. À l'instant. Ou l'information voyage à une vitesse infinie. Ou, en réalité, elles sont toujours connectées. Elles sont entrelacées. Et comme tout était entrelacé lorsque s'est produit le Big Bang,
La conclusion est que tout reste en contact. L'espace n'est que le conduit qui nous donne l'impression qu'il y a des objets séparés. Nous sommes-nous suffisamment enfoncés dans le terrier? Maintenant, on peut voir dans beaucoup de laboratoires des États-Unis des objets suffisamment grands à l'œil nu, situés à deux endroits en même temps. On peut même les photographier. Mais j'imagine que si tu montrais une photo, les gens diraient « Ah, très bien, ceci est une tache de lumière, j'en vois un peu ici, et un autre là. Il y a donc 2 points. Et alors, la superposition est pré-détection. Ce dont je parlais dans le film est de post-détection. Dans des circonstances normales, un seul objet, une fois détecté, est dans une seule position. Et malgré cela, on a créé des états de la matière dans laquelle les objets peuvent se rencontrer dans différentes localisations en même temps. Et pas seulement dans 2, mais jusqu'à 3000 localisations différentes. Les premiers de ces objets recevront le nom de condensés de Bose-Einstein. Ce sont des fonctions d'onde individuelles, ce qui veut dire que ce sont des particules individuelles. Mais même s'il s'agit d'une fonction d'onde individuelle, la fonction a des positions multiples. Tu dirais, regarde dans cette chambre, ça se voit. Oui, mais je vois 2 choses. Non, ce ne sont pas 2 choses, c'est une chose. C'est la même chose à 2 endroits différents. Ici, ce qui est effrayant, c'est qu'il s'agit toujours d'une seule fonction d'onde. Ce ne sont pas 3000 fonctions d'onde différentes. Ce n'est qu'une fonction d'onde. Ce n'est donc qu'une particule. Je ne suis pas sûr que les gens resteraient bouche bée, parce que je crois que les gens n'y croiraient pas. Je ne veux pas dire qu'ils diront « c'est un mensonge » ou « les scientifiques sont désorientés ». Je crois que c'est tellement mystérieux que tu ne peux même pas arriver à le comprendre, tellement c'est incroyable. Une particule dans 3000 endroits différents. Et si tu devais en peser une, pèsera-t-elle un 3000e? Tu ne peux pas en peser qu'une seule. Pourquoi? C'est une particule indivisible. Mais si elle est dans des endroits différents, on ne peut pas mettre une balance sous l'une d'entre elles? Non, c'est inséparable. C'est ce qu'il y a de plus curieux, la partie conceptuelle. Il ne s'agit pas de 3000 bouts différents. Même si on dirait? Exact. On ne peut pas voir, enfin on ne voit pas les 3000 bouts, mais on peut voir les plus simples, ceux qui sont 2, 3 ou 4. Et si tu vas sur Internet, tu auras des photos de petits points qui flottent dans l'air. Ce sont des parties différentes du même objet. Elles ne peuvent pas se séparer. Ce ne sont pas 4 objets différents ou 6 objets différents. Ils sont une seule et unique fonction d'onde. Ils sont un seul objet. Bonjour l'embrouille mentale, n'est-ce pas? Parce que si tu y penses, tu dis n'importe quoi. Non, ils sont là, ici, c'est évident qu'ils sont 1, 2, 3. Non, tu ne peux pas en séparer un du reste. Si tu essayes d'en séparer un des autres, l'objet disparaîtra. Et en plus, les gens ont vu Star Trek et d'autres choses. Télétransporte-moi, Scotty. Télétransporte-moi, Scotty. On dirait une sorte de... Bon, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce qu'il faut faire, c'est s'arrêter et penser à ce que ça veut réellement dire. Que c'est le même objet et qu'il est à 2 endroits différents en même temps. Et les gens font des expériences dans les laboratoires, se fâchent, mangent, rentrent chez eux et vivent comme si absolument rien d'incroyable n'était en train de se passer. Pourquoi faut-il le prendre comme ça? Et pourtant, il y a là quelque chose d'étonnant et de magique devant tes yeux. Elle est passée où, la dame? Chez les extraterrestres? Avec le monstre du Loch Ness? Un rendez-vous d'amour? Nous prenons 2 boîtes simples noires
comme celle-ci. Dedans, il y a un circuit électrique très simple avec quelques diodes, un oscillateur, une EPROM et quelques résistances et condensateurs. Et c'est tout, rien d'autre. On enveloppe une boîte avec du papier d'aluminium et l'on introduit dans une boîte de Faraday connectée à la Terre des personnes qui contrôlent parfaitement leur vie. Et ils entrent dans un état de méditation profonde. Ils nettoient l'ambiance. Au départ, ils le convertissent en un lieu sacré à travers un processus de nettoyage mental et de leurs intentions. Ensuite, un des 4 verbalise l'intention spécifique de ce dispositif. L'intention est d'influencer dans une expérience de blanc fixe. Cela peut être augmenter d'une unité le pH d'eau purifiée ou diminuer le pH aussi d'une unité entière. Nous avons utilisé ces dispositifs dans toutes les expériences et les résultats ont été très satisfaisants. Dans l'étape de la méditation, après que quelqu'un ait dit à voix haute une intention concrète, les 4 penseurs soutiennent le dispositif de différentes manières durant 15 minutes. Et après c'est tout, ils le laissent. Ensuite, on expose une intention supplémentaire pour qu'il y ait constance de celle-ci dans le dispositif. Nous prenons l'un des dispositifs avec l'emballage d'aluminium, on l'enveloppe avec du papier à bulles, on le met dans un paquet d'un service de messagerie et on l'envoie à 3000 km dans un laboratoire du Minnesota. Et lorsqu'il arrive, ils le mettent dans leur propre boîte de Faraday connectée à la Terre. Le jour d'après, nous faisons la même chose avec l'autre. L'expérience est déjà en cours et tout d'abord, il faut prendre le dispositif, le mettre à côté de l'expérience, à une distance de 15 à 30 cm, et l'allumer pendant un certain temps. Et c'est tout. Alors, nous nous sommes rendus compte qu'avec le temps, il y avait un autre facteur en jeu. Nous avons découvert l'utilisation de ce que nous appelons dispositif électrique avec contentieux d'intention. Son utilisation continue conditionne d'une certaine manière l'espace dans un niveau de symétrie supérieur. Et nous commençons à observer des phénomènes nouveaux, c'est-à-dire le dispositif fonctionne. Le pH, qui était normal, commence à augmenter d'une unité de pH si celle-ci était l'intention, ou il commence à diminuer. Si tu passes une unité de pH, tu meurs. Voici la conséquence pour un humain. Les générateurs d'événements aléatoires sont des tirages électroniques à pile ou face. L'expérience avec des générateurs d'événements aléatoires, pratiquée de nombreuses fois, des centaines de fois, au cours des 4 dernières décennies, depuis les années 60, a été celle du générateur aléatoire qui ne produit que des séquences de bits aléatoires, des 0 et des 1, comme des pièges jetés à pile ou face. D'abord, tu demandes à quelqu'un qu'il appuie sur un bouton et le générateur produit 200 bits. Après, tu lui demandes de faire produire au générateur plus de bits de 1 que de 0. Et si tu prends toute la littérature qui existe sur les centaines d'expériences qui ont été réalisées, tu pourras formuler une seule question. Cela a-t-il été utile ? A-t-il été utile que certaines personnes fassent plus de 1 ou plus de 0 ? Et en général, la réponse est oui, cela a été utile. Que d'une certaine façon, l'intention reste en corrélation avec le fonctionnement, avec la production de générateurs de numéros aléatoires. Si tu souhaites plus de 1, d'une certaine façon, le générateur produit plus de 1. Lorsqu'on dit que la physique quantique est un processus totalement arbitraire et hasardeux, ce qu'il n'explique pas, c'est l'effet extraordinaire qu'a la pensée humaine, l'intention humaine. Pendant le jugement de O.J. Simpson, beaucoup de gens regardaient la télévision pour la ressemblance qu'il y avait avec les séries télévisées sur la justice. Et Radin a deviné qu'il devait y avoir beaucoup d'intentions en marche dans les moments où l'action dramatique était forte. Il choisit donc un groupe de psychologues pour suivre le jugement. En même temps, Radin étudiait le comportement des générateurs de numéros aléatoires. Il découvrit alors que quand les intentions de la salle du tribunal étaient fortes, les générateurs de numéros aléatoires s'écartaient énormément de leur capacité aléatoire. Naturellement, cela nous conduit à nous demander si les gens ont une influence sur le monde de la réalité qu'ils voient. Et bien sûr que oui, chaque personne influence la réalité qu'il voit, même si nous tentons de le cacher et essayons de jouer les victimes. Nous avons tous une influence sur la réalité. Dis-moi où tu es. Viens. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ces modèles sont en train de me tuer. 10 minutes!
Emoto commença à s'intéresser énormément à la structure moléculaire de l'eau et à ce qui peut la perturber. L'eau est le plus réceptif des 4 éléments. M. Emoto pensa que cela pouvait avoir une relation avec des événements non physiques et c'est pourquoi il mit en place des séries d'études et utilisa des simulacres mentaux et les photographia avec un microscope. Pour un échantillon d'eau, nous avons mis 0,5 cm3 d'eau dans 50 plaques de pétri. Ensuite, nous avons pris ces 50 plaques de pétri et nous les avons congelées à moins 25 degrés pendant 3 heures. Then we take those 50 petri dishes and freeze them in a freezer at minus 25 degrees Celsius for about 3 hours. Nous avons pris ces échantillons congelés, nous les avons mis dans un réfrigérateur à une température de moins 5 degrés, dans lequel il y avait un microscope avec un appareil photo, et nous avons photographié chacune des gouttes d'eau. D'abord, nous avons pris en photo l'eau dans laquelle nous n'avions pas introduit d'informations. Après, nous avons pris l'eau avec l'information et nous avons réalisé le processus que je viens de vous décrire. Nous avons pris les premières photos et les deuxièmes et nous avons comparé les différences. Lorsque nous avions projeté la sensation d'amour et merci dans l'eau, les cristaux étaient magnifiques. Dans des moments comme celui-là, je pense que l'eau est en paix. La première est une photographie de l'eau du barrage de Fujiwara. Et cette photo est de la même eau après qu'un moine bouddhiste zen les bénite. Dans la série suivante de photos, M. Emoto imprima des mots, il les colla avec du ruban adhésif sur des bouteilles d'eau distillée et les laissa ainsi une nuit. Je continue ? Cette première photo est de l'eau distillée pure, ce n'est que l'essence. Les photos suivantes, comme vous pouvez le voir, sont différentes. Ceci est le chi, la force vitale de l'amour. Et ici nous avons merci. Vous voyez ici, là, où il l'a collé sur la bouteille. Si vous parlez japonais, vous vous êtes déjà rendu compte. Monsieur Emoto considère que la pensée ou l'intention sont l'âme mater de tout ça. On méconnaît la science de comment la pensée agit en réalité sur les molécules. Les seuls à la connaître sont les molécules de l'eau, bien sûr. Et c'est fascinant si l'on tient compte que 90% de notre corps est d'eau. Il y a de quoi réfléchir, n'est-ce pas? Si la pensée seule fait cet effet à l'eau, quel effet ont les pensées sur nous? Une des expériences les plus intéressantes réalisées avec des générateurs d'événements aléatoires a eu lieu en réalité lorsqu'elle ne se produisait pas. Certains chercheurs de Princeton et d'autres décidèrent d'essayer de découvrir si l'homme pouvait avoir un effet sur une machine aléatoire après qu'elle ait fonctionné. Ainsi donc, ils la remodelèrent et au lieu d'avoir un ordinateur avec un écran, son appareil informatique se basait sur des cassettes audio. Des clics étaient posés dans l'oreille gauche et d'autres dans l'oreille droite. Ils mirent en marche l'appareil sans que personne puisse l'écouter. Ils l'ont rangé dans un sous-sol et donnèrent la cassette, qui avait tourné, à un participant et lui dirent « Amenez-la chez vous. Nous voulons que vous l'écoutiez. Et nous voulons qu'il y ait plus de clics dans l'oreille gauche que dans l'oreille droite. Envoyez-lui votre intention. » Et ce fut ce que fit le participant. Il rendit la cassette, ils l'écoutèrent, et qu'il aurait dit, ils entendirent aussi ce qu'ils avaient enregistré au sous-sol. Ils ont découvert que c'étaient des enregistrements identiques et que les deux avaient plus de clics de l'oreille gauche que de l'oreille droite. Que s'était-il passé? La personne qui avait emmené la cassette ne l'avait pas modifiée au moment où elle l'écoutait. Ses pensées, son intention sont revenues en arrière dans le temps et ont eu un effet sur la cassette au moment où elle se créait. Presque personne ne peut bouleverser la réalité de façon systématique et importante, parce que presque personne ne se considère capable de le faire. Notre façon d'observer le monde qui nous entoure a un retour sur nous-mêmes.
Et la raison pour laquelle, par exemple, ma vie n'est pas aussi joyeuse et remplie, c'est parce que mon point de vue ne l'est pas non plus. Écoutez, si nous sommes victimes, nous devrions nous demander, ai-je une mentalité de victime? Si les seules choses qui m'arrivent sont des malheurs, des accidents et des tragédies, peut-être est-ce parce que j'ai une mentalité habituée à dire que la vie est ainsi. Et voilà ce qui arrive. Pourquoi ne puis-je pas profiter des choses? Parce qu'il me manque une vision. Entre 6 et 10 secondes par minute, c'est le temps maximum qu'une personne normale peut maintenir de concentration. Si quelqu'un veut centrer l'intention, il doit avoir un esprit résolutif. C'est pourquoi certains enseignements occultes anciens apprennent aux gens à se concentrer sur une flamme. Sur la flamme d'une allumette, d'ailleurs, tu apprends ainsi à te centrer sur un canal très étroit et la densité énergétique est bien plus importante. L'esprit est structuré en couches, et l'univers aussi est structuré en couches, du superficiel au profond. Si nous utilisions l'esprit à un niveau très superficiel, au niveau de la pensée courante, nous aurions un pouvoir très limité. Nous ne pourrions même pas bouger de la poussière sur une table sans utiliser les mains. Sachez que la conscience est très faible, mais au niveau le plus profond de la conscience crée des univers. Mais nous nous posons sans cesse des questions, n'est-ce pas? Lorsque l'on souhaite que les gens puissent être guéris par le toucher, que les morts ressuscitent, ou que du pain apparaisse d'un coup dans notre main, nous nous demandons toujours pourquoi nous ne sommes pas capables de le faire. Mais nous sommes incapables de formuler une question dont nous ne connaissons pas encore la réponse. Et la réponse est parce que nous ne nous croyons pas capables de le faire. Et cela affecte directement les habitudes personnelles qui nous définissent. Nous n'avons jamais eu le temps suffisant de nous préoccuper pour quelqu'un d'autre. Nous ne prenons que le temps pour nos besoins et habitudes émotionnelles. Ça a été cette session? Mal! Ton patron a téléphoné. Il est très inquiet pour toi. Amanda, je veux te remercier de me laisser rester ici. Je sais que parfois, enfin, j'exagère un peu. Je sais qu'après ce qui s'est passé avec Bob, ça a été dur. Et tu as été super avec moi. Enfin, je salis tout. Après, je lave si tu veux, hein, mais je sais que c'est pas ton style. Parfois, je pense que tu m'ouvres les yeux. Moi? Si je fais ça à quelqu'un, c'est qu'il a des problèmes. Enfin, je t'ai fait quelque chose, un cadeau, pour te remercier. Ouvre-le. J'ai pris des photos. Celle qui me plaisait le plus. Amanda, je veux te remercier de me laisser rester ici. C'est... Oh! C'est pour les merveilleuses photos que tu vas bientôt faire. J'ai eu une journée bizarre. Merci. Pourquoi sommes-nous là? Si la pensée fait cet effet à l'eau, quel effet aura sur nous nos propres pensées? Avez-vous déjà pensé à la composition des pensées?
Y a-t-il une substance de la pensée? C'est un rêve que je fais moi. Et comme dans un rêve, tu rêves que différents personnages apparaissent et peuvent s'approcher de toi, te parler, te connaître. Tu peux aussi accéder à un autre niveau du sommeil dans lequel tu deviens chacun des personnages auxquels tu rêves. Aller en avant et en arrière. Les équations fondamentales, Le temps est relatif. ne font pas de différence. Reviens en arrière dans le temps. La symétrie et l'inversion temporelle. Et après, en avant dans le temps. Revenir en arrière. Et cela te donne en Toutes les réalités du champ quantique existent-elles en même temps? L'expérience réelle. Il y a des mondes différents dans lesquels... Il y a le monde macroscopique que nous voyons. Ensuite, il y a le monde de nos cellules, le monde de nos atomes, le monde de nos nucléotides. Ce sont tous des mondes totalement différents. Ils ont leur langue, leurs mathématiques. Ils ne sont pas que petits. Ils sont totalement différents entre eux. Mais ils se complètent, parce que je suis mes atomes, mais je suis aussi mes cellules. Je suis aussi ma physiologie macroscopique. Tout est vrai. Tout ce qu'il se passe, c'est que la réalité a plusieurs niveaux. Le niveau le plus profond de la vérité découvert par la science et la philosophie, c'est la vérité fondamentale de l'union. Dans le niveau subnucléaire le plus profond de notre réalité. Vous et moi, nous sommes, dans le sens littéraire, un. Cela conduisit peu à peu à certaines notions, entre autres qu'il y avait une connexion invisible entre toutes les choses. Les physiciens lui donnèrent un nom. Ils l'appelèrent entrelacement. Einstein disait qu'il ne croyait pas que la mécanique quantique existait parce qu'elle exigeait qu'il se produise une action effrayante à distance. Il l'exprime ainsi. Et ce qu'il voulait dire, c'est que depuis le point de vue courant de la façon avec laquelle la réalité se génère, on dirait que ces deux endroits sont dans l'espace, séparés, et qu'il n'y a pas de rapprochement possible entre les deux. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Dans un niveau plus profond, que l'on ne peut pas voir avec les yeux clairement, deux endroits dans l'espace sont en fait un seul et même endroit. Ils sont co-situés, ils sont coexistants. Bien. Si nous concevons le sens commun dans son sens le plus littéral, c'est-à-dire de savoir ce que les sens disent sur le monde, si le monde en réalité est construit ainsi, certaines choses comme la parapsychologie et les expériences mystiques n'ont aucun sens. Car ce qui rend étrange la parapsychologie et les expériences mystiques, c'est la sensation qu'il y a une connexion entre ce qu'il se passe dans ta tête et ce qu'il se passe ailleurs, autant dans l'espace que dans le temps. Et ce que la perspective de la mécanique quantique nous donne, c'est une manière d'exprimer comment sont ces expériences étranges. Et elle le reformule à partir d'informations magiques, dans un certain sens, qui arrivent dans ma tête au travers de signaux, de force ou autre chose, pour lui donner une perspective différente. La perspective qui, en un sens, fait que ma tête soit ici, effectivement, mais elle est aussi étendue. Étendue dans l'espace et le temps. Ainsi, lorsque je reçois une impression télépathique de quelqu'un qui est loin, ce n'est pas parce que j'ai sauté on ne sait comment et je l'ai pris, mais parce qu'à un niveau plus profond, ma tête et la tête de l'autre personne sont co-situées. Lorsque nous nous communiquons par télépathie, nous sommes entrelacés sans arrêt. Ces expériences sont surprenantes. Dans le sens le plus littéral, une personne peut lire la pensée d'une autre si elles sont entrelacées. Et ces choses arrivent. On réalise des expériences de vision à distance. Il y a même des expériences qui sont réalisées dans lesquelles vous voyez des rafales de lumière et votre potentiel cérébral capte le patron des rafales, ce que l'on appelle un potentiel évoqué. Il peut se mesurer avec un électroencéphalogramme connecté au cerveau. Par exemple, moi je suis assis là-bas, sans rafale, et je ne vous vois pas. Malgré tout, mon potentiel cérébral essaye de se communiquer directement avec vos expériences, car je suis en relation avec vous en termes d'intention, une intention qui se produit en moi. Cela me donne la capacité d'avoir en même temps dans mon cerveau un potentiel cérébral semblable. Le premier qui tenta cette expérience fut Jacobo Greenberg, à l'Université de Mexico, et actuellement, c'est Peter Fenwick qui l'a refait à Londres. Le jour devrait être le levant. Il devrait être le commencement de grandes réflexions. Je me réveille le matin et consciemment je crée la journée comme je veux qu'elle soit. Parfois, comme mon cerveau examine tous les événements qui pourraient se produire et dont j'ai besoin, je mets du temps à arriver à créer la journée. Mais en définitive, quand je crée la journée à partir du néant, de petits événements inexplicables surgissent. Et je sais qu'ils sont le processus ou le résultat de ma création. Et plus je le fais, plus grandit dans mon cerveau le réseau neuronal, qui me permet d'accepter que cela est possible. Ce qui me donne le pouvoir
et me stimule pour pouvoir le refaire le lendemain. Nous créons tous nos propres réalités et nous le faisons parce que nous sommes l'observateur. Chacun d'entre nous est l'observateur de notre réalité. Et chaque conscience individuelle crée notre réalité individuelle d'une façon incroyable. Mon fils Evan, le physicien, dit que cela revêt un caractère de dépendance. C'est-à-dire, si moi je m'accroche à une réalité et une autre personne s'accroche à une autre réalité, par exemple, ce soir c'est le tournoi de la Super Bowl, et la réalité à laquelle s'accrochent les Eagles est différente de celle des Patriots. Et seulement une des deux réalités sera la réalité réelle. Nous avons alors dépendance et patron d'interférence. Si nous arrivons à faire comprendre la physique quantique aux néophytes en la matière, rajouter au fait que notre façon d'observer a un effet direct sur le monde, je crois que si nous rendons compréhensible cette discipline, les gens pourraient commencer à mettre en pratique l'habileté de l'observation. Le monde subatomique réagit lorsqu'on l'observe, mais le temps maximum d'attention que peut maintenir une personne normale par minute est de 6 à 10 secondes, ce qui ne donne pas beaucoup de marge pour rester concentré. Comment le monde peut-il réagir en face de quelqu'un qui n'a même pas la capacité de se fixer sur quelque chose et se concentrer? Peut-être sommes-nous de mauvais observateurs. Peut-être n'arrivons-nous pas à dominer l'habileté de l'observation. Et peut-être est-ce une faculté. Peut-être sommes-nous tellement accrochés au monde extérieur, tellement accrochés aux stimulations et la réaction externe du monde, que le cerveau commence à réagir à partir de la réaction au lieu de la création. Si l'on nous apportait la connaissance adéquate, la compréhension adéquate et les instructions opportunes, nous pourrions commencer à voir que notre vie reçoit une rétroalimentation perceptible. Si quelqu'un fait l'effort de s'asseoir et de se dessiner une nouvelle vie, et fait que ce soit le plus important pour lui, s'il prend du temps tous les jours pour alimenter ce projet, comme un jardinier fait pousser une graine, il produira un fruit. Le simulateur holographique, nous le contrôlons nous-mêmes. Nous le contrôlons collectivement. Il est là et il est si flexible qu'il peut créer n'importe quelle chose capable d'être imaginée. Et nous apprenons, c'est-à-dire que nos intentions provoquent que cette chose se matérialise lorsque nous sommes suffisamment conscients. Il y a la conscience. Et qu'est-ce que la conscience? La conscience est quelque chose de très difficile à décrire. Qu'est-ce que la conscience? D'où vient-elle? Les gens ont essayé d'expliquer la conscience, d'interpréter son sens exact, ce que cela signifie pour nous, êtres humains, parce que nous avons réellement une conscience. Une façon simple de la définir, c'est de dire qu'elle est particulièrement en relation avec le fait d'être conscient de soi-même. C'est du moins la façon dont nous, les êtres humains, avons conscience de nous-mêmes. En nous regardant dans le miroir, nous sommes capables de nous reconnaître nous-mêmes sans jamais nous confondre avec une autre personne ou un animal. Croyez-vous que la science finira par mieux le comprendre? Elle doit diriger une pomme de terre brûlante, appelée conscience, imprégnée de nombreux cultes, voodoo ancestraux et religions.